Bonjour et bienvenue sur France 3 Pays de la Loire pour une émission exceptionnelle. Un débat entre opposants et partisans du transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. France 3 et Ouest France ont décidé de s'associer. François Chrétien, chef de la rédaction de Ouest France à Nantes, est à mes côtés pour animer cette émission. À quelques jours de la consultation, vous, téléspectateurs et lecteurs, allez-vous voter? Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? On vous a posé la question. Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous pensez être suffisamment informé pour le faire? Oui, je pense que je vais aller voter, oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'on est informé, assez informé, je ne sais pas. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir dire si je vais participer à ce référendum. Vous estimez que vous n'êtes pas assez informé? Tout à fait. Tout à fait. Pas assez informé, et puis c'est un dossier complexe. Hein. Est-ce que vous pensez, vous, aller voter pour cette consultation? Ah bah bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une évidence, oui. Est-ce que vous vous estimez assez informé sur la question pour aller voter? Je m'informe. Enfin, je suis complètement informée. Oui. Il faut faire son devoir de citoyen, quoi. Est-ce que vous estimez suffisamment informé sur la question? Oui, on connaît depuis le temps que ça dure. On sait un petit peu quand même ce qui se passe, absolument. On se renseigne. Il y a pas mal de choses où on peut, notamment Internet, où on peut voir vraiment l'évolution de ce projet. Donc non, nous irons voter. Est-ce que vous étiez globalement assez informé pour participer au référendum de Maastricht? Non. Voilà. C'est bien que les gens donnent leur avis par rapport à l'aéroport, parce que ça nous concerne tous. Est-ce que vous pensez être suffisamment informé sur la question pour donner votre avis? Bah non, je pense pas, non. J'aimerais bien avoir peut-être plus d'informations sur les causes, pourquoi ils veulent le faire et pourquoi il y en a qui s'en font, quoi. Pas du tout, j'ai aucune information concernant ça, donc voilà. Mais sinon, oui, j'irai voter. Oui. Ça serait bien d'aller voter, c'est sûr, mais moi, j'en vois pas. Pour moi, hein, personnellement, je parle. C'est pas mon combat. Oui, j'ai été assez informée, oui. Donc c'est important pour vous d'aller voter ce jour-là? Ah, bien sûr, oui. Je compte aller voter, oui, puisque c'est quand même un projet au niveau de Loire-Atlantique qui est quand même assez important. Oui, c'est important. Pour une fois qu'on demande notre avis, oui. Est-ce que vous pensez être suffisamment informé pour justement voter? On n'est jamais assez informé. Hein. On avait eu un Nantes Métropole, qui est un magazine Nantes Métropole, où ils avaient vraiment consacré beaucoup de pages, beaucoup d'encre à ça, mais c'est vrai qu'on n'est jamais assez informé. Mais bon, j'irai voter, c'est trop important. On n'est jamais assez informé. Alors, pour ou contre, nous allons lancer le débat avec nos deux invités. Françoise Vercher, bonjour. Bonjour. Coprésidente du CEDEPA, le collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport, opposante historique à Notre-Dame-des-Landes. Et Franck Louvrier, vice-président de la région du Parti des Républicains. Vous êtes en charge notamment des entreprises et du développement international. Et vous militez pour ce transfert à Notre-Dame-des-Landes. Il y a quelques heures, le Conseil d'État a tranché. Il a estimé que la consultation aurait bien lieu au niveau de la Loire-Atlantique le 26 juin prochain. Un nouveau recours perdu, j'allais dire, Françoise Vercher? Le CEDEPA avait déposé ce recours auprès du Conseil d'État. Le CEDEPA, pas seulement le CEDEPA, mais oui, nous pensions d'ailleurs, les juristes l'ont dit aussi, qu'il y avait quelques soucis dans la formulation, dans le périmètre. Et d'ailleurs, le rapporteur public ce matin a, lui, dit que la question n'était pas très claire, puisqu'effectivement, on ne sait pas aujourd'hui, ou du coup les électeurs ne savent pas s'ils vont voter pour un aéroport à 2 pistes, peu économe d'espace, ou pour un aéroport revu et modifié comme le souhaitent Ségolène Royal et les inspecteurs. On va en parler tout au long du débat, mais de fait, c'est quand même un recours que vous perdez. Ah mais oui, mais nous avons l'habitude, vous les comptez d'ailleurs. Mais nous en avons 12-13 perdus, voilà, vous vous dites beaucoup plus, mais on n'est pas très étonnés. Mais de toute façon, les pro-transferts et les anti-transferts partageaient, je pense, la même opinion sur l'espèce d'ovni que représente cette consultation au mois de juin. Personne ne la voulait. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être le seul point sur lequel on est d'accord aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette consultation est complètement inutile. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle est arrivée à un moment donné où c'était la monnaie d'échange de François Hollande pour faire entrer des écologistes au gouvernement. C'est ce qui s'est passé. Donc on est un peu otage de cette consultation. Maintenant qu'elle existe, il faut se mobiliser. En l'occurrence, moi, je me mobilise pour le oui, madame se mobilise pour le non. Plutôt satisfait de la décision du Conseil d'État, malgré tout? Oh, écoutez, honnêtement, ça passe comme une goutte d'eau en ce moment sur un verre. C'est pas gênant du tout.
La seule chose qu'il faut maintenant, c'est se mobiliser pour le projet, parce que c'est essentiel, parce qu'on a un rendez-vous dimanche soir. Et ce rendez-vous, il ne faut pas le louper. Alors, et donc, vous on va s'y mettre. Plus de 967 000 électeurs appelés à voter dimanche dans 212 communes de la Loire-Atlantique. Des citoyens consultés sur un projet qui a vu le jour dans les années 60. Retour sur cette longue histoire en images avec Vincent Rénal et Nicolas Guilbault. C'est une vieille histoire de plus d'un demi-siècle. Années 60, l'aéroport de Nantes s'appelle encore Château-Bougon. Richard Anthony entend siffler le train. Les décideurs locaux rêvent, eux, du crissement d'un Concorde sur leur terre, d'un équipement moderne pour les passagers, le fret. En 70, le département débute le rachat de terres à 20 km au nord de Nantes, du côté de Notre-Dame-des-Landes. Les éleveurs y sont prospères, mais les terres n'ont pas vraiment un rendement de compétition. 854 hectares sont réservés, en quelque sorte le décollage de la zone d'aménagement différé, la ZAD. Les agriculteurs se voient proposer des indemnisations. Ils ont 14 ans pour organiser le transfert de leur exploitation. Ensuite, pas grand-chose. Le projet reste en sommeil jusqu'en octobre 2000, quand écologistes et socialistes au pouvoir abandonnent le projet d'un 3e aéroport parisien. C'est vers cette région qu'on lorgne, vers Notre-Dame-des-Landes. Les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens. S'ensuit 8 ans d'études, de débats. En 2008, le gouvernement, passé à droite, déclare le projet d'utilité publique. On pointe du doigt la saturation programmée du vieil aéroport, le bruit, la pollution. Les avions survolent déjà quotidiennement plus de 40 000 Nantais. Vous voyez, là, il y a un petit avion qui décolle. Celui-ci, eh bien, il n'a pas de silencieux. Eh bien, si vous voulez, quand vous en avez 10, 20, vous voyez, qui passent comme ici au-dessus de notre maison par jour, eh bien, c'est exaspérant. Dans le bocage, l'opposition se structure. Certains agriculteurs refusent de quitter leurs terres. En 2010, la concession est accordée au groupe Vinci. Les premiers squatteurs entament l'occupation des fermes déjà achetées par le département. 2011, première tentative d'expulsion musclée décidée par le gouvernement. Cette fois, on est dans le dur. La ZAD est devenue une zone de tension. Pour les opposants, la zone à défendre. Face à la volonté du monde économique qui, dans son ensemble, fait bloc pour soutenir le projet. C'est vraiment nos racines. Dans chaque champ, on a une histoire. Sous prétexte qu'il y a un projet pharaonique, parce que j'appelle ça complètement dévoreur d'espace. Nantes Atlantique, 320 hectares pour une piste. Là, il en faut près de 2000. Faut arrêter. Non, mais c'est énorme. 16 octobre 2012 au matin, l'État lance l'opération César. Un coup de poing dans le bocage. Les gendarmes s'enlisent pendant plus de 20 jours, mettent à terre des cabanes de squatteurs, reconstruites quasiment dans la foulée au cœur d'une forêt qui refuse de rendre les armes. La contestation a pris une envergure nationale avec des militants déterminés. Pour calmer le jeu, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault décide d'une pause dans le projet. Une commission de conciliation doit entendre les arguments des deux camps. Entre deux manifestations, la bataille se joue aussi sur un plan juridique. Une partie de ping-pong au long cours, à grands coups de recours des opposants, en référé, en appel, de moratoire, de rapports d'experts souvent suspectés d'être partiaux par les uns ou les autres. Dernière étude en date, celle commandée par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Le verdict jette un pavé dans le bocage. L'aéroport tel qu'il est prévu à Notre-Dame-des-Landes est surdimensionné. Aujourd'hui, plus que jamais, les partisans des deux camps sont en ordre de marche. La campagne se joue sur le terrain, les réseaux sociaux. Dans quelques jours, quelques 970 000 électeurs de Loire-Atlantique seront appelés aux urnes. Et ce sera donc dimanche. Nous allons nous intéresser aux différents aspects de ce dossier. 5 thématiques sur une cinquantaine de minutes. Et on commence, François Chrétien, avec cette première thématique. Nantes Atlantique est-il un aéroport saturé et dangereux ? Oui, on entendait dans le reportage le bruit des avions. Ça m'inspire une question à Mme Vercher. Au-delà de la querelle de chiffres, on peut dire que le bruit des avions gênera moins de monde à Notre-Dame-des-Landes qu'à Nantes-Sud. Ça, c'est une question démographique. Vous habitez Nantes-Sud. Oui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos voisins qui sont excédés par le balai aérien au-dessus de leur tête ? Eh bien, je leur dis plusieurs choses. Que quand on fait un choix, on doit peser tous les arguments pour ou contre le déplacement. Et dans les arguments, effectivement, qui plaideraient pour un déplacement, il peut y avoir la question du bruit. C'est assez légitime de ne pas vouloir de bruit au-dessus de sa tête. Bon. Alors, je leur dis d'une part, parce que je le vis, que les avions font moins de bruit, ce qui est une réalité, mais que ce bruit,
Partout, ils font moins de bruit, c'est prouvé, mais que ce bruit a effectivement des contreparties. Alors la contrepartie, c'est d'abord que pour les gens les plus touchés, Bouguenais et Saint-Aignan, notre richesse, la richesse de ces deux communes est liée à l'histoire de l'aéroport, de l'usine Airbus et de la zone d'activité aéroportuaire. Donc il y avait de l'emploi, de la richesse, donc des services pour la population. Et je leur dis surtout que nous pouvons bien vivre ou mieux vivre avec notre aéroport pourvu qu'on prenne les mesures adéquates, c'est-à-dire, par exemple, limiter drastiquement les vols de nuit, par exemple, modifier les trajectoires. On peut améliorer la vie des gens. Et je leur dis enfin que si on doit partir à cause du bruit, alors il faut d'abord déménager Toulouse, Marseille, Nice, je ne parle même pas d'Orly et de Roissy. Donc j'ai l'impression que l'argument du bruit est aujourd'hui utilisé pour justifier un transfert, alors qu'on peut améliorer les choses et que ce n'est pas l'argument réellement primordial pour les tenants du transfert. Alors, Franck Louvrier n'est pas d'accord avec vous. Quand vous dites les avions font de moins en moins de bruit et il fait non de la tête. C'est pas ça. D'abord, c'est que le problème, c'est pas de savoir si les avions font moins de bruit, c'est le problème, c'est de savoir s'il y aura plus de passagers ou moins de passagers dans les années à venir et s'il faudra compenser ou pas le trafic qui va progresser normalement. C'est très simple, on est dans une zone de 8 millions d'habitants. Le compenser? Non, mais attendez, me coupez pas la parole. Non, mais compenser, je n'ai pas compris. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il faut répondre à ce trafic. Et pour répondre à ce trafic, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir avoir des équipements qui soient adaptés à ce trafic. C'est très simple, on a 4,4 millions de passagers aujourd'hui. On estime en avoir à peu près, et c'est des estimations qui semblent être à peu près justes, parce qu'on a vu qu'ils ne s'étaient pas trompés auparavant, on estime en avoir à peu près 9 millions en 2050. Comment voulez-vous pouvoir absorber le nombre d'avions qui vont arriver sur la zone d'aujourd'hui de Atlantique? C'est impossible, c'est complètement futuriste et dans le sens où c'est inapproprié. Donc on le sait très bien, donc du même coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de s'adapter, avoir les infrastructures qui soient adaptées à ça. D'accord. Bon, en plus, il y a une chose qu'il faut comprendre, vous n'aviez peut-être pas compris en 97, mais vous n'aviez pas vu, et à juste titre, vous l'avez reconnu, je n'avais pas vu l'arrivée des low cost. Ah bah oui, c'est sûr, il y a eu les low cost. Donc c'est vrai que le trafic, il a augmenté. Là, il y a une petite chose aussi qui va se passer, c'est qu'il y aura besoin de plus en plus de fret. C'est très simple, les gens commandent sur Internet, ils commandent leurs colis, ils arrivent comment? Ils arrivent à la fois par le train, par la route, mais aussi par l'avion. Il va falloir avoir des infrastructures pour permettre d'absorber tout ça. Donc si on ne les a pas aujourd'hui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, vous allez handicaper la vie de nos enfants et les petits-enfants dans 20 ou 30 ans qui n'auront pas l'infrastructure. Alors vous me dites, oui, il y a Bordeaux, oui, il y a Lyon, etc. Mais très bien, il y a Bordeaux, il y a Lyon. Très bien, vous savez qu'à Bordeaux et à Lyon, il y a 50 lignes de plus. Oui. Que chez nous. Vous croyez que nous, on n'a pas besoin de 50 lignes de plus? On est juste sur la saturation, hein, d'accord? Alors, oui. Est-ce que je peux juste citer une phrase qui n'est pas des opposants, que je cite? L'agrandissement et la rénovation des installations actuelles de Nantes Atlantique permettraient d'accompagner la croissance du trafic. C'est la conclusion des inspecteurs de Ségolène Royal. Donc, cela veut bien dire qu'effectivement, la saturation de l'aérogare... en mars 2016. Il y a saturation de l'aérogare à partir du moment où on ne veut pas l'agrandir. Mais puisqu'on a l'espace pour l'agrandir, qu'on a la possibilité et que Vinci a tout à fait... C'est pas vrai. Là, vous tombez dans le mensonge. Je suis désolé. Il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas le foncier supplémentaire. Non, vous n'avez pas. Et c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle on a gelé pendant des années, depuis près de 50 ans, la zone de Notre-Dame-des-Landes. Vous ne pouvez pas dire ça. Je voudrais qu'on parle des nuisances précisément, sur les nuisances. Monsieur Louvrier, affirmeriez-vous que le survol de l'agglomération nantaise est dangereux? Écoutez, moi je n'en sais rien s'il est dangereux ou pas, mais quand je suis à Nantes, je lève la tête et je vois les avions au-dessus de ma tête. Donc c'est quelque chose d'assez classique, mais d'assez normal. Donc ça m'inquiète. Surtout quand il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelques années avec le Air Luxor. On a eu quand même un petit peu peur, donc j'aimerais pas, j'espère pas, mais j'aimerais pas que ça se reproduise. Mais à un moment donné... 5 millions de passagers, on nous dit aussi qu'il faudra se mettre aux normes européennes, avoir une assistance, et donc survoler davantage la ville de Nantes. Il y a toute l'histoire de l'assistance électronique qui va imposer, bien évidemment, un non-survol de la ville de Nantes, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail des experts, mais c'est important, mais il faut prendre en compte, bien évidemment, tout ça. Donc il va imposer un survol de la ville de Nantes. Parce que le survol de la ville de Nantes, c'est un bassin énorme d'une population beaucoup plus importante que celle qui se situe à Notre-Dame-des-Landes. Là aussi, c'est important. Il faut essayer de sécuriser à la fois les zones d'atterrissage et les zones de décollage. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être sur une ville qui progresse et qui croît de façon formidable depuis des années en grande métropole, et puis de se dire on ne va pas mettre l'aéroport qui est adéquat à cette zone-là. Donc, c'est ça qui est dangereux. Et je trouve que, honnêtement, je ne veux pas faire de politique sur ce plateau, politique politicienne, mais moi, je suis un militant du progrès. Vous êtes un militant de la décroissance. Vous êtes militant de la décroissance, c'est-à-dire vous n'acceptez pas qu'on puisse à un moment donné investir
dans des infrastructures qui permettent de répondre... Restons sur cette question du survol, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Verschaere. Non, j'en ai pas parlé. Je ne vois pas que les militants de la décroissance n'en font bête. Donc je ne crois pas être une militante de la décroissance et ça n'est pas une insulte en prime. Et donc moi, je me mets complètement dans votre logique. Imaginons que tant qu'il y a des avions, que les gens veulent voyager, qu'ils en ont les moyens, que le système des low-cost fonctionne, je ne sais pas jusqu'à quand, mais imaginons, eh bien, j'affirme, Monsieur Louvrier, et je crois que je connais mieux le site de Nantes Atlantique que vous pour en avoir été élu. On ne va pas jouer à ce jeu-là, parce que dans ces cas-là, on n'a pas fini. Moi, je fréquente autant l'avion que vous, peut-être un peu plus que vous. Ne jouez pas à ce jeu-là, ça ne sert à rien. Non, vous avez été maire de Bouguenais. Vous avez affirmé, Monsieur Louvrier, une contre-vérité qui consiste à dire qu'il n'y a pas le foncier disponible. Il y a sur Nantes Atlantique 10 hectares de parking à l'horizontale. C'est extrêmement facile. Et sur la dangerosité du symbole de la ville. Mais laissez-moi terminer. Donc d'abord, il n'y a pas... On va y venir, c'est notre deuxième partie. Il a déjà commencé. Alors, la dangerosité. Depuis Icare, on sait qu'un avion peut tomber. Un avion peut tomber n'importe où. D'ailleurs, il y en a qui tombent en mer, dans les montagnes, etc. Donc ça peut tomber n'importe où. Qu'il y ait des risques avec les avions, bien évidemment, ça c'est sûr. Si c'est criminel, une zone dense comme Nantes. Si c'est criminel de laisser un aéroport ouvert dangereux, alors il est encore plus criminel de laisser Toulouse fonctionner où on survole 12 fois plus. Toulouse, madame. C'est un projet d'État, monsieur. Non, mais d'accord, oui, je suis désolé, mais on est élu de la région des Pays de la Loire. On s'occupe de la région des Pays de la Loire. Est-ce que nous allons pouvoir dialoguer? Oui, bien sûr. Non, mais excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse. C'est un projet d'État, et donc moi je demande à l'État, si l'aéroport de Nantes Atlantique est classé dangereux, ce qu'il n'est pas, pourquoi l'État a renoncé à transférer Toulouse? Pourquoi l'État ne transfère-t-il pas Marseille, Nice, où on survole plus de gens? Maintenant, évidemment, comme tout le monde, j'ai évidemment l'idée qu'un avion tombant, c'est une horreur. Et tout le monde prend ce risque, puisque tout le monde, vous, moi, probablement, prenez l'avion dans des conditions de ce type-là. Alors, vous avez dit tout de suite, on a du terrain pour réaménager Nantes Atlantique. C'est notre deuxième partie. Auparavant, on va écouter les points de vue d'un contrôleur aérien et d'un pilote sur ce dossier du réaménagement. Aujourd'hui, début 2016, les 4 premiers mois de l'année indiquent une progression de presque 10% de passagers en plus vis-à-vis de 2015. Par contre, en termes de mouvement d'avion, on est en régression de presque 5%. Donc la question qu'il va falloir se poser, c'est que faisons-nous de nos aérogares? À Bordeaux, ils ont trouvé une réponse. La réponse était la même à Marseille, à Toulouse, à Lyon. On agrandit nos aérogares. Mais la structure technique, le côté piste et parking avion, lui, peut encore absorber du trafic. Et on a suffisamment de surface herbeuse pour agrandir ces parkings avions. Il y a les moyens logistiques, c'est clair. Il y a des normes internationales également qui interviennent à partir du seuil de 5 millions de passagers, en ce sens où il faudrait mettre en place des aires de sécurité en amont et en aval de la piste de 240 mètres. Ici à Nantes, on est limité par le foncier, ça voudrait dire qu'il faudrait sans doute allonger la piste vers le sud de quelques petites centaines de mètres, mais donc on irait vers des zones humides et il y a de quoi s'interroger sur cette décision. Faut-il transférer ou réaménager? C'est notre deuxième thématique. Alors, vous venez de l'entendre, on parle, si l'aéroport passe à 5 millions de passagers, on va devoir agrandir la piste de 240 mètres de part et d'autre. Y a-t-il la place? Ça n'est pas de part et d'autre, excusez-moi, ça serait vers le sud. C'est d'ailleurs écrit aussi dans le rapport, clairement. Donc il y a quelques centaines de mètres pour mettre aux normes. Voilà, je vous ai apporté ici, c'est sur le site gouvernemental, préfecture, développementdurable.gouv.fr, les zones humides répertoriées. Il n'y a pas de zone humide dans les 500 mètres qui suivent la piste au sud. Et il y a le prolongement... Excusez-moi, on parle du prolongement de la piste. La piste ne se ferait pas sur une zone humide. Le lac, si vous voulez bien, on en parlera, j'imagine, à un autre moment. Ce n'est pas le même sujet. Il n'y a pas de zone humide qui donc empêcherait de prolonger la piste. Et j'ajoute que le prolongement de la piste ne serait pas aggraver les nuisances, mais c'est un problème de sécurité pour que les avions puissent se retourner en bout de piste. Et dans un format 2 ou une piste?
Pardon? Dans un format 2 ou une piste? Une piste. Ah bah voilà, vous êtes en plus dans une théorie où c'est pas possible. Il nous faut 2 pistes. Non, vous le savez très bien. Pas... 70% des aéroports. Écoutez, vous êtes en train de nous monsieur, vendre un truc qui n'est pas acceptable. Rapport de Ségolène Royal, des besoins non réévalués au fil du temps ont abouti à un projet surdimensionné. Mais non, madame. Et bien mais sûr, non, surdimensionné pour aujourd'hui. Mais si je l'ai lu, mais pas surdimensionné alors, pour demain, surdimensionné peut-être pour aujourd'hui. Mais les grands aéroports qui ont 4 fois plus de trafic avec une seule piste. 70 à 80% des aéroports ont 2 pistes. Pourquoi ils ont 2 pistes? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, ça permet de moins consommer de kérosène. Deuxièmement, ça permet d'avoir un trafic beaucoup plus fluide. Donc c'est ça l'utilité de 2 pistes. Donc tant qu'à faire, on va faire un aéroport du 21e siècle. On ne va pas faire un aéroport du 20e siècle. Parce que là, vous êtes en train de nous vendre un truc qui n'existe pas. Il nous faut un aéroport à 2 pistes. Pas une piste. Françoise Verchière, vous êtes d'accord là-dessus, il faut refaire la piste, de toute façon. Alors, je vous Donc rappelle on ferme l'aéroport. Mais non. Là encore, c'est un argument spécieux. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Il faut refaire la piste. Comment on refait la piste? Vous me l'avez posé la première question, je vais y répondre, mais c'est inutile de me la reposer. On refait la piste comme on le fait dans les aéroports qui n'ont qu'une piste. On travaille la nuit et on n'est jamais obligé de refaire une piste dans sa totalité d'un seul coup. Donc on refait la piste qui a besoin effectivement d'être restaurée. Ça a été chiffré, vous savez, au moment de l'enquête publique, ça a été chiffré 35 millions d'euros. Et puis par un coup de baguette magique, la Direction générale de l'aviation civile l'année dernière l'a chiffré à 370 millions, c'est-à-dire, excusez-moi monsieur, je ne vous ai pas interrompu, elle l'a chiffré à 370 millions, c'est-à-dire beaucoup plus que le coût de 2 pistes neuves à Notre-Dame-des-Landes sur un terrain humide. Il faut qu'on m'explique tout cela. Alors les chiffres, on peut forcément leur dire beaucoup de choses. Je suis désolé, mais si vous faites une piste d'abord, ne soyez pas désolé. Non, mais si, parce que si vous faites une piste, vous êtes obligé de faire un taxiway, parce qu'il faut que les avions ils attendent. Donc vous allez faire 2 pistes. Donc vous allez faire 2 pistes, sauf que vous n'allez pas les aménager pour avoir un trafic fluide comme il faut en avoir un dans des aéroports du 21e siècle. C'est incroyable. Venons-en, monsieur Louvrier, justement. Vous êtes spécialiste en aéronautique, monsieur Louvrier? Pas plus que vous, madame. Je suis désolé, mais moi j'ai lu, j'ai appris mes dossiers. Mais moi aussi. Venons-en, si vous le permettez, à l'aéroport qui aura 2 pistes, enfin d'après le projet sur lequel on va voter, à Notre-Dame-des-Landes, que vous appelez de vos voeux. Voilà, quand on examine encore une fois le projet sur lequel on va voter, on voit que l'aérogare de Notre-Dame-des-Landes ne sera pas plus grande que celle de Nord-Atlantique. Il y aura moins de terminaux d'embarquement, il y aura moins de comptoirs d'enregistrement, il y aura moins de places de parking, et il n'est pas du tout prévu qu'il y ait davantage de compagnies aériennes ni de vols à l'international. Donc ça, vous n'en savez rien. Pour le moment, ça, aucune compagnie à notre compte. On a interrogé. L'offre amène la demande. Nous avons interrogé, nos reporters ont interrogé toutes les compagnies qui desservent Nord-Atlantique. Aucune n'est décidée à ouvrir d'autres lignes dans la perspective de Notre-Dame-des-Landes. Donc, on a envie de se dire tout ça pour ça. Non, pour un vous limitez déjà, vous limitez juste pour les passagers et l'embarquement des passagers. Il y a la piste, il y a les survols. Ça, c'est essentiel et c'est la technologie qui amène à ce qu'il faut avoir 2 pistes. On le sait très bien, ça a été démontré par la Direction générale de l'aviation civile. Il faut 2 pistes, il n'en faut pas qu'une seule. Donc le débat, d'abord, il est sur 2 pistes. Et deuxièmement, sur les passagers, c'est normal. J'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir beaucoup voyager en avion. Et bien évidemment que les enregistrements se font de plus en plus électroniquement, que vous allez beaucoup plus vite dans les enregistrements, que ce sont des accueils qui sont très rapides. Donc c'est normal que vous ayez des zones de passagers qui sont plus petites parce que maintenant, la fluidité... Mais si vous n'avez pas de fluidité sur la piste, vous n'aurez pas de fluidité sur les passagers parce que c'est un tout. Donc vous ne pouvez pas m'expliquer, on va faire un bout de piste d'un côté mais pas de l'autre, qu'on va se préoccuper des passagers mais pas des pistes. Si, c'est un tout, un aéroport. Et l'investissement, c'est pour ça qu'il est important, c'est qu'il faut à la fois changer l'accueil des aéroports, les enregistrements, le fret et aussi la piste d'atterrissage et de décollage. Donc, on ne peut pas couper ça en morceaux. Et je trouve ça rapide pour le passager quand on arrive ça sera beaucoup plus fluide, surtout. Ça sera beaucoup plus fluide, mais comme dans tous les aéroports du monde. Quand vous fréquentez les aéroports du monde, vous voyez bien la fluidité par rapport aux nôtres. Je ne sais pas, quand vous êtes sur Nord-Atlantique et vous êtes sur le tarmac, dans une ville aussi grande que la nôtre, dans un bassin de population de 8 millions d'habitants, tomber sur la tête, vous dites c'est pas possible. C'est une rare ville où ça se passe comme ça. Vous parlez de ces dimensions-là. C'est pour ça qu'il faut pas. Monsieur Louvrier, vous parlez de rapidité, mais 40 minutes de car pour aller du centre-ville à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas. Vous savez, d'abord, quand vous allez à l'aéroport de Marseille, vous avez aussi des trajets assez longs parce que l'aéroport de Marseille est loin du centre d'aéroport. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il y aura les infrastructures autour qui seront en dehors du budget. Oui, madame, parce que quand on fait un aéroport, on pense aux infrastructures et on investit en permanence. Parce qu'un aéroport, c'est un centre névralgique. Donc autour, on va avoir
des équipements qui vont permettre d'accéder ou de repartir plus facilement. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais bien sûr qu'on l'inscrira. Mais bien sûr qu'on l'inscrira. Mais bien sûr, et bien sûr qu'on fera un franchissement supplémentaire aussi, parce qu'on en a besoin. Oui, je suis désolé, vos amis l'ont pas fait, l'ont jamais fait. Nous, on le fera parce qu'il le faut. C'est une nécessité et il faudra qu'on le fasse assez rapidement. Mais madame, mais c'est pas uniquement pour l'aéroport. Dans ces cas-là, vous allez mettre aussi au prorata la fréquentation du périphérique nantais. Le tram-train, vous voulez dire que c'est pour l'aéroport. Non, c'est tout à fait normal. Le tram-train, c'est pour l'aéroport. Et pour d'autres aussi, pour d'autres gens qui iront dans cette direction-là. C'est pour se connecter à l'aéroport. Pas que pour l'aéroport. Ah bon ? Pour d'autres aussi qui iront dans cette direction-là. Je vous rappelle que le Sud n'est pas qu'une destination de l'aéroport. Après, vous avez le Pays de Ré, vous avez la Vendée, vous avez tout ça. Donc, c'est une nécessité d'avoir des infrastructures autour qui soient puissantes et intéressantes. S'il vous plaît, monsieur Louvrier, à quelle échéance on peut attendre un tram-train entre Nantes et Notre-Dame-des-Landes? La première, 200 millions pour la région. Le premier impératif, vous savez, pour faire un budget, il faut déjà avoir, d'une certaine façon, le rétroplanning. En l'occurrence, le rétroplanning, on ne le connaît même pas parce que ça fait 50 ans qu'on attend l'aéroport. Donc quand on aura le rétroplanning de l'aéroport, on pourra établir à la fois le franchissement de la Loire, à la fois le tram-train, à la fois... C'est ça le problème, c'est que là, on est scotché depuis... plusieurs décennies pour savoir quand est-ce qu'on doit démarrer. Donc l'incohérence, elle est là. Elle n'est pas de savoir si on doit faire le tram-train. C'est pas le tram-train qui va empêcher ou provoquer la construction de l'aéroport. Ah non, mais il va falloir payer tout cela, monsieur Louvrier. Mais bien sûr. J'espère que les études, du coup, sont faites, puisque vous avez l'air absolument décidé. Donc j'espère que les études sont lancées. Oui, parce que c'est entre 130 et 140 millions de tram-train. On sait très bien combien ça va coûter. Et le déficit de fonctionnement qu'il faut remettre tous les ans. Merci de nous donner une leçon de gestion publique. Mais quand on voit les comptes de vos amis qui nous ont laissés à la région, franchement, j'ai pas de leçon. Je ne sais pas de qui vous me parlez, mais moi je parle aux contribuables. contribuable. Et je pense que le contribuable qui vient d'apprendre que les impôts locaux à Nantes vont exploser va être très content d'apprendre. C'est pas moi. Je suis désolé, madame. Mais alors là, je ne sais pas de qui vous parlez et à qui vous parlez. Vous êtes à gauche, je suis à droite. Écoutez, vous n'allez pas essayer de savoir. Je comprends qu'il y a le parti de gauche, mais je ne suis pas un spécialiste. Est-ce que je peux expliquer simplement, moi, le coût? Il faut y intégrer le coût des accès. Parce qu'on entend dire que ça ne coûtera presque rien aux contribuables. Eh bien, moi, je veux juste dire aux contribuables qu'il va beaucoup payer. Il va payer pour avoir un autre équipement alors qu'il en a déjà un. Il va payer si vous faites un pont. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit tout de suite, parce qu'en réalité, et vous le savez bien... Deux ponts. Monsieur Retailleau parle de deux ponts. Oui, un pont au niveau d'Angers. Un tram-train qui sera déficitaire. Donc tout cela, pour le contribuable, me semble poser question. Et ça, visiblement, cette question de l'argent public n'est pas un problème, ni d'un côté ni de l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre. Mais vous êtes amusant quand vous dites vos amis, parce que mes amis, comme vous dites, quand vous dites la gauche, sont majoritairement pour ce projet. Donc arrêtez de me dire vos amis. On ne voit pas tellement sur les plateaux venir le défendre. Je suis désolé, ça, ils sont plutôt absents. Donc je ne représente pas ici le Parti Socialiste, non, mais vous représentez quand même plutôt la gauche que la droite. On va écouter le Parti Socialiste, puisque vous en parlez, puisqu'on va parler emploi et aménagement du territoire. Et on va écouter d'abord Johanna Roland, qui est maire socialiste de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Pour elle, le transfert à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, c'est un outil de développement économique. On l'écoute. En tant que tel, la construction de l'aéroport demain va générer de très nombreux emplois et de différents niveaux de qualification. Moi, je n'ai pas oublié qu'il y a 18 mois, les responsables du BTP dans cette région sont venus me voir en me disant c'est bien simple, en Pays de la Loire, c'est la Loire-Atlantique qui nous permet de sortir la tête de l'eau, et en Loire-Atlantique, c'est Nantes. Donc est-ce que vous allez continuer à investir? Ça, c'est la première raison qui explique que ça va soutenir l'emploi. La deuxième, parler à tous les acteurs économiques, parler à ces responsables de PME et de TPE qui sont favorables au projet, à ces chefs d'entreprise qui disent pourquoi, pour l'emploi local, pour l'économie locale, ils ont besoin de ce rayonnement. Et puis la troisième raison, et elle est peut-être pas assez connue, c'est ce qui se passe sur ce site aujourd'hui et ce qui se passera demain. Sur ce site, nous avons Airbus. Nous avons un site national sur l'industrie du futur. Demain, après le transfert de l'aéroport, l'objectif, c'est de doubler le nombre d'emplois et de faire de ce site un site européen sur l'industrie du futur. Nous allons donc parler de développement économique et notamment d'emploi, François. Oui, puisque Airbus, normalement, gardera sa piste à Nantes-Atlantique. Seulement autour, l'aérogare, les parkings, ça va, si le transfert se fait, ça va disparaître, ça va te libérer de la place. Et sur cette place libérée, la maire de Nantes, elle n'est pas la seule, entend créer 6 000 emplois grâce à dans l'industrie, dans l'aéronautique et via un centre de recherche. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer, Madame Verschère, de ces
de ce projet? Alors, sur la question de l'emploi qui intéresse, je pense, beaucoup les gens dans cette période difficile, je crois qu'il faut qu'il n'y ait pas de confusion des mots. On parle de création d'emplois lorsque parfois ce ne sont pas des créations d'emplois mais des transferts d'emplois. Ce qui se passe aujourd'hui sur l'IRT Jules Verne est d'abord un regroupement de postes existants ailleurs. Il ne faut pas l'oublier. Et en plus, moi j'ai toujours défendu la position d'Airbus et le maintien et le développement d'Airbus. Je le répète, il y a de la place à Nantes-Atlantique. Il suffit que tout le monde regarde Google Earth, pour ne citer personne, mais en tout cas, tout le monde sait cliquer maintenant pour aller regarder l'espace. Il y a de l'espace pour accueillir. Ça n'est donc pas un problème d'espace. On peut tout à fait garder l'aéroport, optimiser l'espace qui est déjà urbanisé aujourd'hui, notamment les parkings. Accueillir les sous-traitants d'Airbus. Je dirais même que déplacer l'aéroport risque, et vous le savez, de fragiliser l'usine Airbus. Donc, j'entends bien ce qu'on me dit sur le développement. À partir du moment où il y a des chantiers, parce que c'était le premier argument de Johanna Roland, le soutien au BTP. Un chantier génère de l'activité, donc soutien à l'emploi. Ne crée pas forcément de l'emploi. Et moi, je pense que nous pouvons, en rénovant l'existant et avec l'argent économisé, en lançant d'autres chantiers plus utiles socialement, soutenir l'emploi. Donc je ne suis évidemment pas insensible à la question de l'activité. Mais je crois qu'il y a une confusion qui est très entretenue en faisant que l'on crée des emplois. La réalité, c'est qu'on va d'abord détruire des emplois agricoles, alors en beaucoup moins grand nombre, évidemment, mais tout de même, et que par ailleurs, on ne créera pas de nouveaux emplois. Donc moi, je suis d'accord pour qu'il y ait de l'activité utile socialement. Avec l'argent économisé en ne faisant pas Notre-Dame-des-Landes, nous pouvons démarrer des chantiers que la population attend. Et à propos de chantiers utiles que la population attend, justement, ce sont des logements dans la petite ceinture de Nantes. 6 000 logements, justement. Avec la disparition du plan d'exposition au bruit, si l'aéroport est transféré, on pourra construire, dit la maire de Nantes, 6 000 logements au sud de Nantes, près des services publics, près des transports publics. Donc c'est une mesure qui paraît très séduisante et très écologique. Absolument, exactement. Très écologique. Simplement, on oublie de préciser 2-3 petites choses, si je peux le faire. Les zones qui sont aujourd'hui gelées par le plan d'exposition au bruit représentent 2% de la surface déjà urbanisée de l'agglomération nantaise. 2%. Qu'il faille densifier sur l'agglomération nantaise, j'en suis bien d'accord, et nous avons probablement tous été coupables de laisser l'urbanisation s'étendre. Il y a énormément de surface à densifier. Pour faire des logements denses, il reste le quartier des Couets. C'est le quartier des Couets qui est aujourd'hui non transformable en immeuble. Aujourd'hui, à cause du plan d'exposition au bruit. Venez voir, c'est un quartier qui est habité par des pavillons. Ça veut dire une transformation en 20 ou 30 ans. C'est une goutte d'eau dans la densification prévue sur l'agglomération. S'il faut densifier, mais allons densifier Saint-Sébastien-sur-Loire, densifions Rezé, densifions Bouguenais se densifie d'ailleurs. Donc c'est un peu un leurre de faire croire que ce serait écologique de construire des logements. Venez au Couet, venez voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut densifier et est-ce qu'on peut D'abord, c'est très simple. Je veux dire, il y a des chiffres qui sont parlants. Vous avez 1000 personnes qui sont agressées éventuellement par le bruit si on prend le site de Notre-Dame-des-Landes. Vous en aurez 80 000 si c'est sur Nantes et la zone concernée. Donc voilà, donc le rapport de force... Écoutez, ne me coupez pas la parole, je ne vous ai pas coupé la parole, je vous ai laissé vous développer vos arguments. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, moi, je veux bien croire qu'il y a des emplois vrais et des emplois faux. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a près de 60 000 chômeurs sur notre département et qu'à un moment donné, quand il y a des emplois qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce sont des vrais emplois. Et c'est très simple. Vous avez tous les professionnels du monde de l'entreprise qui ont fait un document. Ça a été signé par la CCI de Saint-Nazaire et de Nantes et qui ont très clairement dit quels étaient les emplois possibles. 3 000 emplois liés au chantier BTP. C'est eux qui le disent, c'est les professionnels. C'est pas vous, c'est pas moi, ce sont les professionnels. 4 500 emplois créés à l'horizon 2025. 600 nouveaux emplois à chaque fois en direct par million de passagers supplémentaires. Quand on sait qu'on va passer de 4,4 millions à 9 millions, ça donne des perspectives intéressantes. Donc on se retrouve dans un site où on devra avoir 5 000 nouveaux emplois industriels et 1 000 emplois de chercheurs, d'ingénieurs, grâce bien évidemment à la libération de ces 80 hectares à l'endroit de Nantes-Atlantique. Donc, comme on sait qu'il y a une vraie énergie
entrepreneuriale sur cette zone avec notamment le Technocampus et tout, et l'IRT Jules Verne, etc. Mais quand on a une opportunité, dit qu'on peut de toute façon créer bah oui, mais les sous en l'air, non, c'est pas possible. On aura du foncier. On a 80% de 80 hectares de foncier qui vont se libérer. C'est formidable, ça nous donne la possibilité de développer. Non, non, madame, je suis désolé, vous ne dites pas ça, parce qu'on est dans une zone qui est aussi protégée, donc il y a des zones sur lesquelles on ne peut pas construire. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis, on va pouvoir urbaniser de façon intelligente, parce que ça a été fait un peu n'importe comment. Donc moi, je pense que c'est une opportunité en plus formidable pour créer de l'emploi sur ce site qui est Nantes Atlantique, autour de ce site. Donc voilà. Alors sur le cas d'Airbus, Airbus aura besoin d'une piste. Il faudra voir avec Airbus comment est-ce qu'on gérera cette piste, on la laissera, mais ça n'a rien à voir avec le trafic d'un aéroport international. Alors Airbus l'utilisera 3-4 fois par semaine, etc., comme il l'utilise à Saint-Nazaire, et c'est un outil formidable pour eux, parce que ça permet d'avoir des liaisons à la fois sur d'autres sites, en France comme à l'étranger. Mais c'est un détail par rapport, ou une goutte d'eau par rapport à l'ampleur du projet qui est ce nouvel aéroport international. On ne sait d'ailleurs pas qui paiera cette piste. Mais madame, c'est pas le sujet de savoir qui paiera cette piste. Elle existe. Elle existe. Donc il y aura de l'entretien. Il faut la refaire. Mais vous avez vu, il faut la refaire. Écoutez, à l'échelle d'un budget de 561 millions d'euros, vous pouvez me parler de l'entretien de la piste. Mais c'est pas ça, madame. C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire de la projection. Il ne faut pas exactement avoir toujours le nez dans le guidon. Il faut regarder le bout de la ligne, le bout de la piste pour éviter de tomber. Et bien là, à un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes sur un projet qui va durer, qui va avoir une vie très courte, parce qu'on sait très bien qu'il ne sera pas adapté par rapport à l'évolution technologique, par rapport à l'évolution économique de notre région et de notre pays, et même, je dirais, par la concurrence internationale. On ne nous attend pas, madame. On ne nous attend pas. On doit être une porte ouverte et pas le cul-de-sac de l'Europe. Je suis désolé. Cela dit, excusez-moi, mais les emplois liés au développement du trafic et de l'aéroport, ils seront aussi créés à Nantes Atlantique. Bien sûr, mais il y en aura à Nantes Atlantique, comme il y en aura dans la zone qui sera libérée, comme il y en aura à Notre-Dame-des-Landes. Sauf qu'en cas de transfert, ça déportera les emplois du sud de Nantes vers le nord, et ça accroîtra encore le déséquilibre des emplois dans l'agglomération. Je suis désolé, parce que encore plus de bouchons sur le pont de Chaviré. Parce que l'IRT restera là où il est, Technocampus restera là où il est, et ils ont besoin de foncier. Daher restera là où il est. Airbus restera là où il est, ils ne vont pas déménager. Donc justement, on va avoir une répartition des emplois entre le nord et le sud. C'est une opportunité formidable. Attendez, vous déplacez 2000 emplois du sud vers le nord et vous dites que vous rééquilibrez alors qu'il y a madame, 2/3 des emplois au nord aujourd'hui. Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas. Je ne comprends pas. Monsieur, je ne comprends pas, vous avez bien compris pas. qu'on a deux sites, et donc du même coup, les deux sites vont se développer. C'est très simple. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels. Donc j'y peux rien. Madame, non, je ne m'énerve pas plus que vous. J'explique. Donc c'est tout. Je crois que plus personne ne croit au Père Noël en matière d'emploi. Non, mais j'ai pas l'impression d'être le Père Noël. C'est un peu cela que vous dites. Vous dites aux habitants du Sud, c'est formidable, on va déplacer l'aéroport, c'est une formidable opportunité pour créer de l'emploi. On se demande, 80 hectares qui vont se libérer sur des zones où on en a besoin. Tous les jours aujourd'hui, les emplois se créent dès qu'on libère un espace. Non, parce qu'ils en ont besoin. Madame, je suis désolée, l'IRT se développe, Technocampus se développe, j'ai des exemples d'ailleurs se développent. La directrice de l'IRT a dit la semaine dernière ou il y a 15 jours qu'elle n'avait aucun projet en ce moment, qu'elle n'avait aucun problème de foncier. On n'a pas non plus. Mais il n'y a pas de problème de foncier. Nous avons fait ce qu'il fallait à Bouguenais et à Nantes Métropole pour accueillir toutes ces activités. Quatrième thématique, l'environnement. Elle est importante dans ce dossier, avec d'un côté un aéroport actuellement qui jouxte une réserve ornithologique, Notre-Dame, le lac de Grandlieu, et de l'autre un transfert prévu sur une zone humide d'une grande diversité pour la faune et la flore, une zone que défendent naturalistes et agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes. On les écoute, on en reparle après. On ne conçoit pas qu'un aéroport puisse être installé sur des milieux marécageux. Donc il va falloir des travaux gigantesques pour drainer tout ça, remblayer tout ça, et donc détruire l'existence même de cet habitat particulier. Si vous mettez des parkings sur une zone humide, il n'y a plus de zones humides et il n'y a plus d'espèces dessus. Nous, ça fait la 5e génération qu'on est ici, d'autres ça fait moins, mais c'est défendre la terre agricole, le système d'exploitation. Ici, on est en zone d'élevage, on a beaucoup d'animaux, des vaches laitières, et c'est comme ça qu'on valorise les terrains, et même si on est en zone humide, on les valorise très bien. Alors François Chrétien, aménagement du territoire, environnement, effectivement c'est une zone humide parce que pendant 50 ans on n'y a rien construit non plus à Notre-Dame-des-Landes. Et non, et c'est pour ça que c'est devenu une zone bocagère particulièrement rare en France, et une zone d'élevage aussi. Donc, ce serait ma première question, Monsieur Louvrier. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore se permettre en France de supprimer des terres agricoles? Mais on en a qui sont encore libres, même dans la région nantaise. Donc le sujet n'est pas de savoir si on doit en supprimer au nord ou au sud.
Le sujet est de savoir si on en a. Et on en a. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez très bien que ces aéroports... On va quand même en supprimer à Notre-Dame-des-Landes. Vous savez, on va construire. Quand vous construisez, vous faites du bitume, vous construisez un immeuble, vous construisez une infrastructure, vous êtes obligé, bien évidemment, de prendre des terres. Ça ne se fait pas comme ça. On ne fait pas ça en hauteur, on fait ça sur le sol. Donc c'est une évidence. Donc à un moment donné, quand vous faites le choix de construire, s'il fallait... Alors, dans cet extrême-là, c'est très simple. Dans les années 60-70, on n'aurait pas mis un pylône. Pas un pylône dans les montagnes. On n'aurait pas d'économie de la neige, parce que dès qu'on aurait mis un pylône dans la montagne, on dit c'est pas naturel. Mais c'est une évidence. Mais à un moment donné, c'est là où il y a peut-être notre différence. Moi, je suis pour le progrès. Je veux qu'on puisse avoir des équipements qui puissent être accessibles à tous, qui puissent développer, qui puissent créer des emplois, provoquer l'énergie de l'entreprise. Et là, le problème, c'est qu'à un moment donné, bien sûr qu'il faut construire. Et on va construire. Et là, la zone qui a été réservée, c'est une zone de 17 300 hectares exactement, je regardais, de terre préservée, qui sera une sorte de ceinture, de coupure verte entre, bien sûr, l'aéroport nouveau et puis le site autour, qui est un site protégé, parce qu'il faut faire attention. Le ministère de l'Environnement estime qu'on va consommer trop de terre. Écoutez, le ministère de l'Environnement, il estime que tous les recours, il y a eu 160 recours, il y a eu 160 recours qui ont été faits contre l'aéroport. Les 160 recours ont été rejetés. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien croire que les uns pensent que les autres pensent que autre chose. La réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la démocratie s'est prononcée plusieurs fois. Il y a eu des élections. Le droit s'est prononcé plusieurs fois et encore aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut agir. Il ne faut pas attendre que, je ne sais pas, qu'un autre recours ait lieu au bout de 50 ans. Il faut prendre les décisions. Et cette décision-là, elle n'est pas utile, elle est indispensable. Elle est nécessaire pour le développement économique de notre région. Alors, Notre-Dame-des-Landes est sur une zone humide. Excuse-moi. Voilà, ça veut dire qu'elle alimente 2 bassins versants, dont celui de l'Erdre. Est-ce que vous ne craignez pas des risques peut-être d'inondation ou Mais vous avez des ingénieurs qui y travaillent. D'autre part, je vous rappelle que quand même, le lac de Grandlieu est en zone Natura 2000, hyper protégée. Donc à un moment donné, oui, mais il faut faire des choix. Et ce choix-là, il a été fait bien avant nous. Il a été fait et il a été gelé, comme vous le dites, pendant près de 20 ou 30 ans. Donc c'est pour ça qu'il s'est développé. Bien sûr, la nature ayant horreur du vide, elle s'est développée sur cette zone-là. Mais à un moment donné, on a décidé que ce serait ce site-là. On travaille sur ce site-là. On ne va pas commencer à dire, voilà, donc la nature a repris le dessus, donc du même coup, on n'a pas à construire d'aéroport. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Madame Verchères, sur cette zone humide, oui. quelles conséquences pour l'être humain? Ça n'est pas que parce qu'il y avait un projet d'aéroport que la zone est d'une exceptionnelle qualité. C'est sa nature géographique. C'est sa nature géographique. C'est une tête de bassin versant, de double bassin versant. Et c'est une éponge. Ça veut dire quoi, ça, pour le téléspectateur? Ça veut dire que c'est le lieu où naissent les sources. C'est l'eau qui tombe sur le plateau. Et ensuite, les petits rues et les ruisseaux vont dans la Vilaine vers le nord, vers l'Erdre, le Gèvres et l'Erdre vers le sud. Et c'est une vaste éponge. C'est-à-dire qu'elle a ce rôle que n'ont plus beaucoup de sols d'absorber l'eau au moment où il pleut, et en ce moment il pleut, et ensuite de la restituer. Imperméabiliser en haut d'une tête de bassin, ça n'est plus autorisé. Le drame, c'est que le site a été choisi il y a 50 ans, exactement au moment où on pensait, vous le savez sans doute, artificialiser les marais salants de Guérande. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Et je trouve, mais c'est exactement la même chose, parce qu'il y a 50 ans, on ne connaissait pas la valeur des zones humides. On vient de vivre en France des inondations spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des précipitations de plus en plus fortes qui sont liées aux modifications climatiques et du coup, le phénomène d'imperméabilisation des sols fait que l'eau ruisselle comme sur une toile cirée. Donc les inondations qui ont eu lieu au milieu de la France aujourd'hui sont peut-être possibles demain pour nous. Redon, toute la vallée de la Vilaine, c'est ce que c'est que des inondations. Je pense vraiment que c'est le dernier endroit où il faudrait artificialiser de nouveau des sols. Franck Louvrier, dans cette question je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le seul endroit qui a été protégé et qui a été conçu pour justement qu'on puisse construire un aéroport. Donc, bien sûr qu'on trouve toujours des endroits pour dire on ne devrait pas mettre de bitume, mais ça sera exactement le même problème avec Nantes Atlantique le jour où il faudra le développer. On sera limité parce qu'on sera dans une zone hyper protégée, comme le lac de Grandlieu, comme la zone Natura 2000 dans laquelle il est. Donc, à un moment donné, on fait des choix, et ces choix-là, ils sont importants, ils ont été faits depuis longtemps. Et puis, vous me dites, c'est contesté. C'est pas parce qu'on a fait un choix depuis longtemps qu'il est forcément le bon choix. Mais je vais vous dire très simplement, ça a été contesté. Ça a été contesté des centaines de fois. Et qu'il y a eu
la justice qui s'est prononcée et qu'il y a eu des commissions, des arrêtés sur l'eau, des espaces protégés, etc., qui ont donné leur avis et qui ont tranché en faveur de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc l'affaire est réglée. Je veux dire, on va arrêter de pleurer sur le lait renversé si c'est le lait renversé. Mais à un moment donné, faut pas dire des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça a été tranché. Il reste quand même un recours, je crois. Absolument. Écoutez, le problème de la loi sur l'eau, c'est qu'avec la technique française de la tranche de saucisson, on commence par un bout, puis on fait un deuxième bout, puis on fait un troisième bout, puis on fait un quatrième bout. Nous n'avons pu parler de la loi sur l'eau et de la zone humide qu'en 2012. Alors que l'utilité publique avait été prononcée. Et les recours ne sont pas jugés. Et en première instance, bien que nous ayons été déboutés sur le fond, le juge a reconnu qu'il y avait trop d'espace gaspillé sur Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a bien un problème d'adéquation aujourd'hui. Nous sommes en 2016, le monde a changé. On ne peut pas faire le projet d'il y a 50 ans. Et nous avons une alternative. Nous avons une alternative crédible qui coûte moins cher et qui est moins destructrice à Nantes-Atlantique. C'est pas vrai. Je termine sur le lac de Grandlieu parce que c'est insupportable de continuer à entendre parler du lac de Grandlieu. Le lac de Grandlieu, ça vous embête. C'est sûr que ça vous embête. Mais enfin, c'est incroyable. Ça vous embête qu'il soit Natura 2000. Mais c'est incroyable. Vous êtes tous ornithologues. Non, mais madame. Moi, je regarde ce que disent les scientifiques. Et les scientifiques, le spécialiste du lac de Grandlieu et le service de l'État, la DREAL, disent tous les deux de manière concordante que les oiseaux vivent bien avec l'aéroport. En revanche, le problème du lac est un problème de qualité d'eau lié à la pollution urbaine et à la pollution agricole. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de parler du lac de Grandlieu, que j'ai pour ma part aussi contribué à protéger et auquel je tiens comme tout le monde. Vous me permettrez juste de rebondir sur le coût, parce que ne dites pas que le coût de Notre-Dame-des-Landes est moins cher que le coût de Nantes-Atlantique est moins cher que Notre-Dame. C'est faux. Les chiffres sont probants. 561 millions d'euros. 561 millions d'euros pour le nouvel aéroport. 5 millions de passagers. 561 millions, mais, bien évidemment, mais je vous rappelle qu'il est payé à 70% par le privé, donc 561 millions. Et votre aéroport que vous voulez agrandir, d'abord, plus personne ne veut y participer, c'est-à-dire personne ne veut y participer. Il n'y aura plus de collectivité et il coûtera 800 millions parce qu'il faudra payer. Si, madame, parce qu'il faudra payer. Qui paiera les indemnités de Vinci? Non, excusez-moi. Monsieur Louvrier compare 5 millions de passagers à 9 millions de passagers. À 9 millions de passagers, même la Direction générale de l'aviation civile dit que Notre-Dame-des-Landes votre modèle économique ne tient pas. Qui va payer les Vinci? Qui va payer Vinci? Mais le gestionnaire, qui va payer Vinci? L'État, les 250 millions. Absolument. Mais l'État, c'est pas les contribuables, madame? Si, c'est nous tous, c'est pareil, c'est les mêmes personnes. Mais donc il faut faire attention. Aujourd'hui, vous allez faire payer par le contribuable des équipements inutiles. Pas du tout. Pas du tout. Ils seront payés à 70% par le privé. Ça, c'est dans le contrat. Le privé aura 12% d'intérêt. Eh bien, écoutez, oui, c'est normal, c'est le privé. Mais au moins, c'est pas le contribuable qui paye. Si, l'argent public est prêté à ce groupe Vinci qui fait 2 milliards de bénéfices. Oui, et alors, c'est pas bien de faire 2 milliards de bénéfices? Ça permet de créer des emplois, madame. C'est très bien de faire 2 milliards de bénéfices dans une entreprise. Et je suis content que ce soit une entreprise française. D'abord, pour préciser un chiffre, et un chiffre d'une même source, la Direction générale de l'aviation civile, Nantes-Atlantique à 9 millions de passagers en 2050, ça coûtera 825 millions. Notre-Dame-des-Landes à 9 millions de passagers en 2050, ça coûtera 992 millions. Donc voilà. Oui, et sauf que la différence, c'est que 70% est payé par le privé, dans le schéma de Notre-Dame-des-Landes. Alors que ce n'est pas le cas. Et attendez, juste un petit point quand même, c'est que vous savez qu'il y a un syndicat mixte qui regroupe l'ensemble des collectivités concernées, qui sont 22, notamment qui regroupe à la fois les Pays de la Loire, mais aussi la Bretagne. Et ils ont dit, il n'en est même pas question qu'on participe au projet de madame. Parce que c'est pas notre projet, c'est pas celui sur lequel on a signé. Donc elle va se retrouver toute seule. Mais non, on n'a pas besoin d'argent public pour agrandir Nantes-Atlantique. Formidable, ça va pas être l'argent public. Écoutez, excusez-moi, mais c'est très important. Quand on passe de 5 millions à 9 millions de passagers à Notre-Dame-des-Landes, qui paye? Le gestionnaire. Voilà qui gagne de l'argent normalement. Là, le gestionnaire aujourd'hui, vous savez combien il gagne à Nantes-Atlantique? Il gagne 10 millions au moins par an. Donc il a l'argent pour agrandir l'aérogare. On n'a pas besoin. Ils ne paieront pas. Donc vous allez vous retrouver sans projet et avec un petit aéroport à l'aube du 21e siècle qui ne sera pas capable d'absorber tout ce qu'il faut absorber. C'est ça le problème. C'est que vous ne voyez pas très loin. On va aborder la dernière thématique, si vous voulez bien. On va revenir à Notre-Dame-des-Landes. Que faire de la ZAD? Faut-il l'évacuer? Cette zone d'aménagement différé est devenue pour les opposants la zone à défendre et même récemment rebaptisée la zone d'autonomie définitive. On écoute d'abord Bruno Retailleau, républicain, président du Conseil régional sur ce sujet. La ZAD est devenue un symbole.
devenu un symbole de la violence, de la radicalité, et on voit bien que l'image qu'est en train d'offrir la France depuis des semaines et des semaines touche précisément à ce symbole d'une autorité défaillante, d'une loi de la République qui ne s'impose plus partout. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est ce lieu finalement où la loi de la République oublie de se faire respecter parce qu'on n'a pas eu le courage de la faire respecter. Et moi, il y en a marre que des voitures de gendarmerie soient attaquées, soient brûlées. J'en ai marre de ces exactions. Et je pense que ce n'est pas le premier argument. Le premier argument pour Notre-Dame-des-Landes, c'est notre développement économique, c'est l'emploi, évidemment, notre connexion pour l'avenir à l'Europe. Mais évidemment, voter oui, et commencer les travaux à Notre-Dame-des-Landes, c'est la meilleure garantie d'avoir l'évacuation de la ZAD. C'est une évidence. Franck Louvrier, en fait, cette consultation, si elle aboutit à un oui, c'est une forme de légitimation de l'évacuation de la ZAD, c'est comme ça ? Très simplement. D'abord, la ZAD, c'est une tache sombre sur la carte de la France et sur la carte de notre région. C'est inadmissible. Ce qui se passe est inadmissible. Vous voyez des gens qui ont pris le pouvoir sur les routes départementales, qui circulent sans plaque d'immatriculation, qui vont jusqu'à faire des exactions dont parlait le président Retailleau. C'est ignoble. Je veux vous dire, je ne comprends pas comment on puisse accepter ça. Donc, bien évidemment que la première chose qu'il faudra faire, si le oui l'emporte, c'est de faire le César 2, c'est-à-dire d'évacuer immédiatement cette zone de non-droit. Cette zone de non-droit qui est une honte pour la République. Pourquoi est-ce que le 2 fonctionnerait ? Parce que là, en l'occurrence, il y aura peut-être eu la poussée démocratique qui va faire que le courage politique va venir derrière. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Alors, excusez-moi, à propos de courage politique, les premiers zadistes sont arrivés en 2007. On n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui. En même temps que Nicolas Sarkozy à l'Élysée, 5 ans après, en fin de mandat, les zadistes étaient toujours là. Oui, d'accord, mais je vous rappelle qu'on n'était pas dans la même situation en 2007 qu'on est aujourd'hui. Vous savez, toutes les exactions qui ont eu lieu dans le centre-ville de Nantes, qui ont eu lieu à l'endroit des forces de l'ordre depuis ces derniers temps. Donc ça, c'est inadmissible. Deuxième chose, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est qu'il y a bien sûr des expropriations qui ont eu lieu sur ce terrain, et qui ne sont pas appliquées par les individus qui ont été expropriés. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ces expropriations, elles vont finir, elles ont 5 ans de durée de vie. Elles vont finir le 18 janvier 2017, c'est-à-dire l'année prochaine. Si on ne fait rien avant, on va se retrouver dans un système où il va falloir recommencer à zéro la procédure d'expropriation. Et ça, c'est inadmissible. C'est irresponsable de la part des politiques de laisser jouer la montre pour permettre ou de planter la déclaration d'utilité publique, ou accessoirement, de faire annuler indirectement les expropriations. Donc je trouve que là, on n'en parle pas assez, mais c'est une irresponsabilité politique de perdre du temps sur ce sujet, parce qu'il faut agir vite. Et donc cette ZAD, la première chose qu'il faudra faire, c'est l'évacuer. Ça sera très simple, les forces de l'ordre seront disponibles dans quelques temps, parce qu'il y aura, j'espère, moins de manifestations et que l'Euro 2016 sera terminé. Et là, on aura la possibilité d'évacuer quand même, je pense que c'est dans la capacité des forces de l'ordre françaises, d'évacuer 200 personnes sur une zone comme celle de Notre-Dame-des-Landes. Et à partir de ce moment-là, on pourra laisser le concessionnaire commencer à faire ses travaux. Voilà. Et le oui, c'est la réponse à ça. Françoise Verchères ? Oui. Le oui, c'est l'évacuation de la ZAD ? Oui, sans doute, peut-être. Je ne sais pas qui sera aux manettes l'année prochaine. Si les électeurs disent oui massivement. C'est dimanche, madame, c'est pas l'année prochaine. C'est dimanche, le résultat du référendum. Parce que je ne sais pas qui décidera d'évacuer la ZAD. Je ne sais pas si ce sera en 2016, en 2017 et par qui. En tout cas, moi, je pense que la meilleure façon d'évacuer la ZAD, puisque ça a l'air de poser tant de problèmes... D'ailleurs, je compare aux exactions ou aux violences qui ont lieu en ce moment dans les stades. Non, madame, ne comparez pas. Je compare. Mais vous condamnez ce qui s'est passé vis-à-vis des gendarmes. Vous avez condamné publiquement, madame. Je ne vous ai pas interrogé. Non, mais vous avez condamné publiquement. Mais ça, je condamne très souvent. D'ailleurs, je ne suis pas juge pour condamner, moi. Oui, c'est ça, voilà. Alors, si je peux terminer... Vous condamnez pas, je vois très bien. D'ailleurs, vous n'avez pas condamné des exactions aussi que je considère, en tout cas, moi, des choses que je trouve absolument anormales, qui sont de l'arnaque à l'argent public. J'ai jamais entendu les gens... mélangez pas. La délinquance en col blanc. L'agression sur les forces de l'ordre. Je vois très bien. Mais non, les téléspectateurs, vous ne condamnez pas les exactions à l'endroit des forces de l'ordre. Monsieur, si j'ai mis ma veste bleu, blanc, rouge, c'est parce que je suis une républicaine dans l'âme et qu'on ne m'a jamais prise en train de casser quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, j'attends des preuves. Alors, la meilleure façon qu'il n'y ait plus de problème sur la ZAD, c'est vraiment de voter non. Parce que nous sommes exactement comme dans la situation du Larzac. Autre temps, autre sujet, mais exactement la même chose. Une occupation, avec des gens qui partiront si l'aéroport s'arrête pour aller chercher d'autres combats, pour les plus violents que vous croyez très radicaux et qui ne cherchent que la castagne. Madame, je vois, c'est tout. Et il y a Madame Verchères, dans Ouest France ce matin, il y a des occupants illégaux, illégaux, qui ont bien l'intention de rester. Mais bien sûr. Même en cas de victoire du non. Ceux qui veulent rester, c'est pour avoir des projets d'agriculture, de vie là. Et
Mais bien sûr, il y a la loi. Eh bien, pour le Larzac, pourquoi la loi n'est pas il y avait la loi. Je suis désolé, je n'étais pas né. Ah, vous étiez jeune. Non, mais je n'étais pas né. Moi non plus, je n'étais pas né. Mais en l'occurrence, je suis désolé, il y a la loi. Pourquoi on n'applique pas la loi républicaine? Vous avez été élu de la République. Vous ne voulez pas appliquer? Je vous propose d'écouter d'autres réactions. On va écouter le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu et le porte-parole de la CIPA sur cette victoire du oui ou du non. Le maintien de Nantes Atlantique obligera à une révision du plan d'exposition au bruit. Et ça sous-entend que le bourg de Saint-Aignan sera classé en zone B du PEB, ce qui veut dire que nous ne serions pas demain en capacité de réhabiliter, voire de construire des bâtiments dans notre bourg. Et un bourg qui ne peut pas se réhabiliter ou se construire, c'est un bourg qui meurt. Et une commune sans bourg n'est plus une commune. Voilà. Si le non l'emporte, puisqu'il s'agit de cette condition en l'occurrence, je prendrai acte, bien évidemment, mais avec une farouche volonté d'aller jusqu'au bout des choses et donc de demander la fermeture effective de Nantes Atlantique, et pas seulement la nuit, pour répondre à deux éléments. D'abord, ne plus exposer nos populations du Sud et du Nord à des puissances acoustiques qui émergent parfois dans le bourg à 91 décibels, ce qui est très très important, et aussi pour prendre acte que les Ligériens ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus de développement économique. Nous, la consultation, ce n'est qu'un avis. Et que l'État français, sur ce dossier, nous a déjà montré l'exemple qui ne suit pas les avis. Et en conséquence, la résistance collective continuera sur la zone jusqu'à l'abandon de la déclaration d'utilité publique. Donc oui ou non, en fait, les opposants s'en fichent, Françoise Verchères, de cette consultation. C'est-à-dire, comme l'a dit le président de la République, c'est un avis. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'avis scientifiques qui disent qu'il ne faut pas détruire Notre-Dame-des-Landes, et on s'assoit sur les avis scientifiques. Donc voilà, je ne sais pas, c'est une sorte de sondage à un moment donné. Mais je le répète, on peut tout à fait continuer à garder Nantes Atlantique. C'est pourquoi je pense que le projet de Notre-Dame-des-Landes est inutile, coûteux et destructeur. Cette consultation, son avis, il faudra en tenir compte. Il vous reste 30 secondes. Elle est essentielle. D'abord, la première chose, ce sera pour l'évacuation de cette ZAD, de cette zone de non-droit. Et puis, ça permettra de répondre aux enjeux économiques, notamment d'emploi, et puis aux enjeux environnementaux, parce qu'on aura le premier aéroport haute qualité environnementale qui permettra de répondre à l'environnement dans lequel il sera. Donc voilà, je pense que c'est une nécessité pour nos enfants et petits-enfants qui verront le trafic aérien se développer à grande vitesse, comme c'est le cas depuis des années. Merci beaucoup d'avoir participé à ces débats. Merci Françoise Verchères. Merci Franck Louvrier. On ne vous a pas mis d'accord, mais ce n'était pas l'objectif. J'espère qu'on a en tout cas éclairé nos téléspectateurs. Merci François Chrétien. Je vous rappelle que le vote aura lieu, la consultation, le 26 juin dans vos bureaux de vote habituels, 8h, 18h, sauf dans les grandes villes comme Nantes, 20h. Vous pouvez encore donner procuration jusqu'à mercredi 22 juin. Et vous pouvez retrouver ce débat sur nos sites internet, celui de France 3 Pays de la Loire et celui de Ouest France. Au revoir, merci.